Les histoires judiciaires complexes révèlent toujours les mêmes pièges. Certains se forgent trop vite une opinion et d'autres se tiennent à un récit partiel. Tous les jeudis en direct sur YouTube et TikTok et en replay évidemment sur YouTube. Partons en immersion dans les galeries de la vérité avec ces personnages, leur trajectoire et leur rôle. Vous chantiez, j'en suis fort aise, entrez dans les dossiers de la Fourmilière. Bonjour les fourmis, nous voilà dans l'épisode 7 des dossiers de la Fourmilière consacré à l'affaire Jubilard. Depuis le début de cette série, on avance dans l'analyse avec certaines thématiques et surtout on essaye de ne pas tout mélanger. Parce que dans une affaire criminelle, si on met tout dans le même sac, les faits, les rumeurs, les émotions, les témoignages, on finit par ne plus rien comprendre. Alors aujourd'hui, on va prendre un faisceau très précis, un angle particulier pour regarder cette affaire autrement, et cet angle, c'est l'amitié. Il y a plus de 2000 ans, un philosophe grec s'est posé une question toute simple. Qu'est-ce qu'un ami ? Ce philosophe s'appelle Aristote. Et dans son ouvrage, L'éthique à la Nicomaque, écrit au IVe siècle avant notre ère, il explique que l'amitié est l'un des liens humains les plus puissants. Il décrit même cette phrase restée célèbre, « L'ami est un autre soi-même ». Mais Aristote va plus loin. Pour lui, il existe 3 types d'amitié. L'amitié utile, l'amitié de plaisir et l'amitié de vertu, la plus rare. Celle qui dure toute une vie, et si on regarde bien, dans l'affaire Jubilard, on retrouve ces 3 formes d'amitié, des amis qui soutiennent, des amis qui doutent, des amis qui cherchent, et parfois des amis qui disparaissent. Parce que dans une affaire criminelle, l'amitié devient révélateur. Les amis sont souvent les premiers témoins, les premiers soutiens, les premiers à agir, mais ils peuvent aussi devenir des suspects, des rumeurs, ou simplement des silhouettes prises dans une histoire qui les dépasse. Et c'est exactement ce qu'on va observer aujourd'hui. Avant d'entrer dans cette analyse, il faut revenir au point de départ. La nuit du 15 au 16 décembre 2020, à Cagnac-les-Mines, Delphine Jubilard, infirmière de 33 ans et mère de 2 enfants, disparaît dans la nuit. Son mari, Cédric Jubilard, constate son absence au petit matin. Il appelle plusieurs personnes et ce détail est intéressant, parce que parmi les premières personnes qu'il contacte, il y a les amis de Delphine, mais aucun de ses amis à lui. Ce simple détail va nous conduire à poser une question essentielle. Quelle place occupent les amis dans cette affaire ? Parce que très vite, on va voir apparaître plusieurs cercles. Les amis de Delphine, qui vont organiser des battues, des marches, et les copains de Cédric venus témoigner au procès. Des connaissances entraînées malgré elles dans l'enquête, des soutiens arrivés plus tard, parfois par internet, et même des relations nées en prison. Autrement dit, si on suit la trace des amis, on suit aussi la chronologie humaine de cette affaire, avant la disparition, pendant les recherches et après quand l'instruction et la justice prennent le relais. Alors les fourmis, aujourd'hui on va regarder cette affaire sous un autre prisme. Pas celui des indices, pas celui des experts, mais celui des liens humains. Parce que parfois, pour comprendre une histoire, il suffit simplement de regarder les gens qui entourent les protagonistes et de se demander qui est resté, qui s'est éloigné et qui a parlé. Alors installez-vous bien et commençons par le premier cercle, les amis avant la disparition. Commençons par regarder les gens qui étaient là avant que tout ne bascule. Avant les caméras, les rumeurs et l'enquête. Parce que les premiers témoins d'une vie, ce sont souvent les amis. Delphine Jubilard menait une vie assez classique et autour d'elle, il y a un petit groupe d'amis, des femmes qu'elle voit régulièrement, devant l'école, autour d'un café, lors de repas et pendant les vacances. Parmi elles, plusieurs noms vont revenir dans cette affaire. Amy, Hélène, Séverine, Lorraine et Anne. Ces femmes appartiennent à ce que les sociologues appellent le réseau primaire, un concept développé notamment par le sociologue Mark Granovetter en 1973 dans son étude sur les liens sociaux. Le réseau primaire, ce sont les relations proches, la famille, les amis. Ce sont les personnes à qui l'on confie ce qui ne sort pas ailleurs. Et justement, dans plusieurs témoignages rapportés notamment par la Dépêche du Midi et par le reportage de 7 à 8 le 5 décembre 2021, on apprend que Delphine parlait de ses difficultés conjugales alors que le couple traversait une période compliquée. Le divorce est envisagé et Delphine entretient une relation avec un autre homme. Ces éléments sont connus de certaines amies proches. C'est là qu'apparaît un personnage intéressant dans la mécanique de l'affaire, Anne.
Anne est présentée comme l'une des meilleures amies de Delphine, mais Anne va aussi se retrouver dans une position particulière, parce qu'elle se retrouve entre plusieurs loyautés. Et en psychologie, le conflit de loyauté, ça a été étudié par l'anthropologue et psychologue Gregory Bateson dans les années 70 aux États-Unis. Lorsqu'une personne appartient à deux cercles relationnels différents, elle peut se retrouver prise entre deux fidélités. Et dans une affaire criminelle, ces positions intermédiaires deviennent souvent des points de tension. Mais regardons maintenant l'autre cercle, celui de Cédric. Parce que de son côté, Cédric Jubilard a lui aussi ses fréquentations. Elles apparaîtront surtout lors du procès, durant la cour d'assises du Tarn en septembre-octobre 2025. Plusieurs connaissances viennent alors témoigner. Parmi elles, Sébastien, Mathieu, Adrien, Malcolm, Sofiane, ce sont des copains du village, des relations construites autour d'activités très simples, la pétanque, la pêche, les soirées consoles, et parfois la consommation de cannabis. À la barre, il parle de Cédric. C'était un bon délire, il aimait la vie. Un autre explique, il avait tout vu, tout fait, ça m'agaçait un peu. Ces témoignages dessinent le portrait d'un homme que certains décrivent comme expansif, parfois bravache, parfois provocateur. Mais surtout, ce ne sont pas forcément des amis au sens profond du terme. Et c'est là le point essentiel. Un autre sociologue, Pierre Bourdieu, expliquait que les relations sociales se structurent souvent autour d'espaces de sociabilité, le travail, les loisirs, le voisinage. Ces relations peuvent être très présentes dans le quotidien, sans pour autant devenir une véritable amitié durable. Autrement dit, dans le village, on peut se côtoyer, boire un verre, jouer à la console, sans forcément partager une relation proche. Et cette distinction va devenir très importante dans l'affaire, parce qu'après la disparition de Delphine, beaucoup de ces relations vont être requalifiées. Certains seront présentés comme des amis proches, alors qu'en réalité ce sont parfois de simples connaissances. Et ce glissement est très fréquent dans les affaires criminelles. Les médias, les réseaux sociaux, l'opinion publique a tendance à simplifier les cercles relationnels. On transforme les voisins en amis, les collègues en confidents, et les connaissances en suspects. Mais pour l'instant, nous sommes encore avant la disparition, donc ces cercles existent. Et personne n'imagine encore que dans quelques jours, ces amitiés vont se retrouver au cœur d'une disparition nationale. Et puis arrive la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Et à partir de là, les amis vont rentrer dans l'histoire. Certains pour aider, d'autres pour témoigner, et certains pour commencer à douter. C'est là que tout commence vraiment. Et le premier moment clé arrive 2 jours après la disparition, quand Cédric Jubilard part chercher Delphine avec quelqu'un, et cet homme, il s'appelle Jérôme. La disparition de Delphine Jubilard est signalée le 16 décembre 2020 au matin. Au début, personne ne parle encore d'un crime, on parle d'une disparition inquiétante. Dans les premières heures, comme souvent dans ce type de situation, ce sont les proches qui commencent à chercher. Les voisins regardent dans les jardins, les amis passent autour de la maison, on inspecte les chemins, et 2 témoignages vont particulièrement être intéressants parce qu'ils viennent de personnes qui ont cherché avec Cédric. Nous sommes le jeudi 17 décembre 2020, 2 jours après la disparition, et vers 9h30, un homme arrive chez Cédric Jubilard. Il s'appelle Jérôme, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un ami proche, mais plutôt une ancienne connaissance rencontrée plusieurs années auparavant dans un cadre festif. Ils ne se sont pas revus depuis longtemps, mais ce matin-là, Jérôme tombe sur une publication signalant la disparition de Delphine sur la page Facebook de Cédric. Et malgré les années sans contact, un souvenir de proximité avec Cédric lui revient, alors il décide de venir, simplement pour donner un coup de main aux recherches. Les 2 hommes décident de chercher autour de la commune. Ils partent vers le City Stade, puis vers un petit étang situé dans les environs. Une promenade qui ressemble à une recherche improvisée, mais très vite, Jérôme remarque quelque chose. Cédric tient une paire de bottes dans ses mains, et au fil de la marche, la discussion s'installe, Cédric se confie, et ce qu'il dit surprend Jérôme. Il répète plusieurs fois qu'il est déjà le principal suspect, comme si l'enquête était déjà dirigée contre lui, et pour Jérôme, c'est étrange, parce qu'on est seulement 2 jours après la disparition, et surtout, à ce moment-là, personne ne parle encore officiellement de meurtre. Mais ce n'est pas tout. À un moment de la recherche, Cédric va se mettre à 4 pattes, comme s'il cherchait quelque chose dans l'herbe. Et là encore, Jérôme va trouver cela étrange, parce que dans l'esprit de beaucoup de proches, à ce moment-là, Delphine est encore une personne disparue. On espère la retrouver vivante. On n'espère pas retrouver un corps. Ce détail va marquer Jérôme. Et lorsqu'il se retrouve un peu plus tard avec les amis de Delphine, il observe une autre scène. Devant ces femmes rassemblées, Cédric a les larmes aux yeux, mais selon Jérôme, ses paroles reviennent toujours au même point, le fait qu'il soit le suspect numéro 1.
Autrement dit, il parle beaucoup de sa situation à lui, pas forcément de Delphine, et cette ambiance va commencer à devenir lourde, Jérôme va ressentir un espèce de malaise, et finalement il va décider de partir. Dans les affaires criminelles, ces témoignages sont intéressants parce qu'ils montrent le regard extérieur, le regard de quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire intime du couple, quelqu'un qui observe simplement les comportements de quelqu'un qu'il avait croisé il y a longtemps et qu'il appréciait. La dissonance cognitive apparaît lorsque quelque chose ne correspond pas à ce que l'on attend, un comportement, une phrase, une attitude, et cette incohérence crée un malaise. Et on peut se poser la question de savoir si c'est ce que semble ressentir Jérôme, mais cette journée ne s'arrête pas là. Parce que quelques heures plus tard, Cédric va chercher avec une autre personne. Dans l'après-midi, Cédric se retrouve avec Sébastien, il a 41 ans et il est mécanicien. Et contrairement à Jérôme, il connaît Cédric dans un cadre professionnel. Les deux hommes ont travaillé ensemble plusieurs années auparavant. Au moment du procès, Sébastien expliquera même « Je ne l'avais pas vu depuis 2 ou 3 ans ». Comme beaucoup d'habitants du secteur, Sébastien apprend la disparition de Delphine sur la page Facebook Tarn Info. Il décide alors d'appeler Cédric et il lui propose quelque chose de très simple, aller chercher dans un bois qu'il connaît bien, un endroit où il chasse régulièrement, et Cédric accepte. Les deux hommes partent donc inspecter les alentours, mais très vite quelque chose frappe Sébastien. Il raconte devant la cour d'assises « Je suis allé chez Cédric pour lui demander s'il voulait faire une recherche dans un bois où j'ai chassé, et c'était pas probant pour moi de le voir tout le temps derrière moi et pas vraiment en train de chercher. » Autrement dit, pendant qu'il fouille les lieux, Sébastien a l'impression que Cédric reste derrière lui. Comme s'il ne voulait pas vraiment participer aux recherches. Cette impression est suffisamment forte pour qu'il en parle aux gendarmes. Dans son procès-verbal du 18 décembre 2020, le lendemain de cette recherche, il décrit l'attitude de Cédric comme décontractée. À la barre, il répète « Je ne l'ai pas senti vraiment inquiet ». Au cours de leur discussion dans les bois, Cédric évoque aussi la situation de couple. Il explique qu'il est en instance de divorce. Sébastien dira que ses confidences restent floues, mais lorsque la présidente de la cour relit son procès-verbal, un détail plus précis apparaît. Dans cette audition, Sébastien rapporte les paroles de Cédric. Selon lui, Cédric aurait exprimé qu'il vivait désormais avec Delphine comme un colocataire, avec malgré tout une très bonne entente et même quelques rapports sexuels. La présidente lui pose alors une question simple. Est-ce que cela vous a étonné ? Sébastien répond sans détour. Pour moi, quand on n'est plus ensemble, il n'y a plus de rapport. Je crois que si ma femme a disparu, je ne réagirai pas comme ça, je prendrai pas le temps d'une cigarette et d'un café avant. Encore une fois, il faut être prudent car ces témoignages décrivent des impressions, pas des preuves. Mais dans une enquête criminelle, ces impressions contribuent à construire un portrait comportemental d'une situation, et c'est pour cela que les témoignages sont écoutés attentivement par la cour. Et puis il y a un autre témoignage, celui de Guillaume. On ne saura pas si c'est Sébastien ou si c'est un nom d'emprunt, car c'est Ronan Folgas qui en parle dans son livre Le Mystère Jubilard. Et Cédric et ce fameux Guillaume iront faire des recherches également cet après-midi-là. Ils vont inspecter les alentours d'un terrain non loin du circuit de motocross, et à un moment, Guillaume apercevra une forme blanche en contrebas d'un talus, un détail, mais dans une disparition, chaque détail compte. Il propose d'aller vérifier, de descendre et de regarder, en tout cas de s'assurer que ça n'est rien, mais Cédric Jubilard lui répondra que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Sur le moment, Guillaume ne dit rien, mais plus tard, il racontera que cette réaction l'a surpris, parce que lorsqu'une personne disparaît, on vérifie tout, même les pistes improbables, même les détails insignifiants. Alors entre un homme qui se met à 4 pattes pour aller chercher un corps dès les premières heures, et un homme qui refuse d'aller voir un détail suspect, certaines connaissances présentes ce jour-là, elles, vont commencer à douter. Dans les premiers jours d'une disparition, on voit souvent plusieurs dynamiques. La première, celle de l'enquête, avec les gendarmes, les auditions, les perquisitions, et une deuxième, avec les proches et les personnes concernées par l'affaire. Ceux qui refusent d'être immobiles et qui se disent « on ne peut pas la laisser quelque part ». Ce mouvement va être porté largement par les amis de Delphine. Très vite, dans les jours qui suivent la disparition, des recherches s'organisent autour de Cagnac-les-Mines. Des habitants, des voisins, des proches se retrouvent pour fouiller les chemins, les bois, les fossés, avec l'objectif de ne rien laisser passer. Une battue citoyenne est organisée le 23 décembre 2020, soit une semaine après la disparition, et l'information est relayée notamment par la Dépêche du Midi. On y lit « Une battue citoyenne est organisée pour explorer chaque recoin et ne laisser passer aucun indice ». Des habitants viennent avec des bottes, des lampes, parfois simplement avec leur bonne volonté, mais au cœur de cette mobilisation, on retrouve les mêmes visages. Quelques femmes vont apparaître régulièrement dans cette affaire, j'en nommerai quelques-unes comme Amy, Lorraine, Hélène, Séverine, des amies proches de Delphine, et des femmes qui l'ont côtoyée dans la vie quotidienne, à l'école, au village, lors de repas, lors de vacances, lors de soirées.
Dans plusieurs reportages et articles, elles racontent leur détermination. Dans celui de 7 à 8 diffusé le 5 décembre 2021, Amy explique « C'est quand même une maman qui s'évapore comme ça du jour au lendemain. Faire du mal à une femme, c'est horrible. À une mère, laisser 2 enfants sans leur maman, c'est encore pire. » Et elle rajoute une phrase qui reviendra souvent « Jamais elle ne serait partie sans ses enfants. » Pour ses amis, l'idée d'une disparition volontaire est impossible. Alors elle cherche, encore et encore. Une mobilisation qui dure des semaines, voire des mois, et puis des années. Mais aucune trace de Delphine. Les amis de Delphine organisent régulièrement des battues, tous les jeudis. Parfois elles sont nombreuses, parfois seulement 3 ou 4. Dans un article de la Dépêche du Midi publié en avril 2023, on apprend que ces recherches continuent encore. On ne peut pas la laisser toute seule quelque part. Elle raconte qu'elle note les coordonnées GPS des endroits inspectés, qu'elle signale aux gendarmes les objets et les anomalies, et qu'elle cherche parfois la nuit pour se mettre dans les conditions de la disparition. Peu à peu, autour de ces recherches, une communauté se crée, sur les réseaux sociaux notamment, avec une page Facebook de soutien qui rassemble plus de 20 000 personnes, des internautes de toute la France et même de l'étranger qui suivent ces recherches. Certains envoient des messages, d'autres des bougies, des photos, une solidarité qui dépasse largement le village de Cagnac-les-Mines, et toute aide est à prendre, même lorsque l'on consulte les voyants. En sociologie, ce phénomène est bien connu, on parle de mobilisation morale, un concept développé notamment par le sociologue James Jasper, spécialiste des mouvements sociaux. Lorsqu'une injustice ou une tragédie touche une communauté, certaines personnes vont transformer leur émotion en action collective. C'est exactement ce que les amis de Delphine ont fait. Leur amitié devient une force de combat. 1 an après la disparition, cette mobilisation prend une autre forme. Le 19 décembre 2021, une marche blanche est organisée à Cagnac-les-Mines. Chaque personne voulant rendre hommage à Delphine est la bienvenue. Et devant ce mélange entre famille, amis et inconnus, Amy dira ceci. Une femme donne la vie et sa propre vie ne peut pas être méprisée comme si elle n'avait aucune valeur. Quand est-ce que ce cauchemar va finir? Nous voulons la vérité. On n'a pas le droit d'enlever une maman à ses bébés. Briser le cœur de 2 enfants comme ça, comment peut-on être indifférent? Leur vie s'est effondrée en une nuit. On ne peut pas rester insensible à la peine que ces 2 petits endurent et endureront toute leur vie. Il faut que ces horreurs dites sur Delph s'arrêtent. Il faut que celui qui a fait du mal parle. Il faut que les personnes qui n'osent pas s'expriment. Pour elle, mais au moins pour le petit, s'il vous plaît. Je refuse l'idée qu'on puisse ne pas la retrouver. Encore plus l'idée qu'on puisse l'oublier. Delph mérite la vérité. Elle mérite une justice. Elle ne mérite pas de tomber dans l'oubli et elle ne le sera jamais aux yeux de ceux qui l'aiment. Nous continuerons de nous battre pour elle, Louis et Elia. Ils ont besoin de la vérité pour leur futur. Comment vont-ils se reconstruire sans savoir où est leur maman? Tu nous manques terriblement. Je donnerai tout pour te serrer dans nos bras. Les FDO se battent pour te retrouver. La France entière t'a dans son cœur. On te l'a promis, ma chérie, que vérité soit dite et que justice soit faite. Rendez-nous Delph, on lâche rien. Mais avec le temps, cette mobilisation devient aussi plus difficile. Les recherches n'aboutissent pas, la fatigue s'installe et parfois les tensions apparaissent. Certaines personnes reprochent aux amis d'être trop visibles, d'autres pensent qu'elles cherchent inutilement. Dans l'article de la Dépêche du Midi, elle raconte même avoir dû retirer des affiches placardées dans la commune après des plaintes. Mais malgré tout, elle continue. Parce que pour elle, l'amitié impose une obligation morale, celle de ne jamais abandonner. Et cette phrase résume peut-être le mieux cet état d'esprit. Elle est écrite dans un message publié sur les réseaux sociaux. S'il faut, nous serons là encore dans 4 ans, dans 10 ans, pour que les enfants sachent où est leur maman. Et pendant que ses amis cherchent, de l'autre côté de l'affaire, un autre cercle commence à apparaître, celui des copains de Cédric, souvent des hommes du village, des fréquentations de soirées, de pétanque, de pêche, de relations simples, qui vont soudain se retrouver au cœur d'une affaire criminelle nationale. Ce cercle apparaît surtout plus tard au moment du procès devant la cour d'assises du Tarn à Albi, entre septembre et octobre 2025. Ces hommes, principalement, viennent raconter celui qu'ils connaissent, et ce qu'ils décrivent n'apparaît pas comme un grand réseau d'amis intimes, mais ressemble davantage à un groupe de fréquentation locale. Parmi eux, plusieurs noms reviennent. Sébastien, Mathieu, Adrien, Malcolm, Sofiane. Ces jeunes hommes racontent des activités très simples, des moments ordinaires de la vie d'un petit village, la pêche, la pétanque, les soirées, la console, mais aussi le cannabis. Au procès, un témoin explique
Il avait toujours un joint sur lui en parlant de Cédric Jubilard. Un autre raconte les soirées passées ensemble. On faisait des soirées poker, des soirées console, c'était un bon délire. Ces témoignages dressent le portrait d'un homme que certains décrivent comme plutôt détendu, parfois provocateur, et un ami dira même « c'était un brave mec, un peu tête en l'air ». Mais un autre se montre plus critique. Adrien explique à la barre « il avait tout vu, tout fait, ça m'agaçait un peu ». Autrement dit, Cédric Jubilard est perçu comme quelqu'un qui parle beaucoup, qui aime raconter, qui aime provoquer. Les phrases qui restent et les paroles rapportées de Cédric vont marquer les esprits. L'une d'elles vient d'un jeune homme dénommé Sofiane. Il explique que Cédric aurait déclaré un jour « Si elle me quitte, je la tue », en parlant de Delphine. Lorsque cette phrase est évoquée au procès, Cédric répond immédiatement. Il affirme que ce sont des paroles en l'air et il explique « c'est un truc que je dis souvent quand quelqu'un m'énerve ». Mais ce genre de phrase devient toujours très sensible parce qu'elle peut être interprétée de deux façons, soit comme une menace réelle, soit comme une parole prononcée sous le coup de la colère. Et là encore, il faut distinguer deux niveaux, le niveau médiatique et le niveau judiciaire. La psychologie sociale s'intéresse beaucoup à ce phénomène et le psychologue américain Albert Mehrabian, dans ses travaux sur la communication, expliquait que le sens d'une phrase dépend énormément du contexte et de la relation entre les personnes. Une phrase prononcée entre amis peut être interprétée comme une provocation, la même phrase racontée des années plus tard devant un tribunal prend une autre dimension. Les copains ou amis de Cédric décrivent aussi son mode de vie. Selon plusieurs témoignages, il consomme régulièrement du cannabis. Son ami Sébastien explique par exemple qu'il lui dépanne parfois de petites quantités. Il estime sa consommation à 2 à 3 fois 20 € par semaine. Et puis certains racontent aussi son tempérament, un homme qui aime faire le spectacle, et le journaliste du Parisien Ronan Folgas rapporte un exemple d'une scène devenue célèbre dans le village, le jour où Cédric se présente au bureau de vote habillé comme dans les braqueurs de la série Casa de Papel, avec une combinaison rouge, un masque, une mise en scène qui amuse certains. Mais malgré ces descriptions parfois colorées, un point revient souvent dans les témoignages, ces hommes ne parlent pas d'une grande amitié profonde, ils parlent plutôt de copinage. De gens avec qui ils partagent des moments, pas forcément une relation privilégiée. Et c'est là que se joue un phénomène très important dans cette affaire. Le cercle relationnel du suspect est toujours examiné de très près. C'est une méthode classique d'enquête et les policiers cherchent à savoir qui connaissait la victime, qui fréquentait le suspect et qui pouvait être impliqué. Mais ce processus a aussi un effet secondaire. Il transforme parfois de simples connaissances en personnages centraux, et c'est exactement ce qui va arriver à certaines personnes. Des hommes qui n'étaient que des copains de village et qui vont se retrouver au cœur du soupçon. L'exemple le plus frappant est celui de Sébastien, un homme qui va voir sa vie basculer simplement parce qu'il connaissait le couple. Pendant plusieurs années, son nom va être associé à l'affaire Jubilard, alors qu'au départ, il n'était qu'un ami parmi d'autres. Parmi les fréquentations de Cédric Jubilard, il y a un homme qui va se retrouver aspiré dans l'affaire malgré lui. Il s'appelle Sébastien, il a 36 ans, il est père de famille, et surtout, quelqu'un qui connaît le couple Jubilard depuis quelques années. À la barre, il commence par raconter simplement comment cette relation s'est construite. Il en parle également dans la dépêche. Écoutez cet extrait. Moi, j'ai été mêlé tout bêtement et tout simplement parce que je suis ami, que ce soit de lui ou d'elle, on était des amis, parce que je peux dire ça, amis et pas meilleurs amis. Parce que des meilleurs amis, c'est sur de la... on va dire sur une fréquentation de long terme. La rencontre se fait dans un cadre très banal, l'école. Leurs enfants sont scolarisés dans le même établissement et comme beaucoup de parents dans les petites communes, les rencontres se font naturellement. Moi aussi j'ai un enfant en garde alternée, tous les mercredis on se retrouvait au bord du terrain de jeu et on papotait de tout et de rien. Sébastien fréquente Delphine autant que Cédric, il voit les enfants, il partage parfois des repas, les familles se croisent régulièrement, bref... une relation banale, presque ordinaire. Donc on était des amis, et autant de son côté à Cédric que du côté de Delphine. Et ils m'ont mêlé à ça justement parce que j'avais une relation avec Cédric où, telle qu'elle soit d'ailleurs, mais où forcément on s'est dit ah c'est son pote, voiture blanche, ah c'est bon, lui il l'a aidé, lui il l'a fait, alors que à quel moment ? Mais cette relation va aussi évoluer d'une manière plus particulière. Car Sébastien reconnaît devant la cour qu'il vendait du cannabis à Cédric, et il ne le cache pas. À l'époque, je lui vendais de la drogue, et après, ce lien a évolué. La présidente de la cour d'assises précise « Vous parlez de drogue ?» Il répond « De cannabis ». Et il explique comment la situation s'est installée. J'avais la facilité d'en avoir sans aller dans les quartiers dangereux, et donc il s'est redirigé vers moi naturellement. Les quantités restent modestes, mais les achats sont réguliers. Dans la procédure,
Il avait expliqué aux enquêteurs que Cédric venait 3 à 4 fois par semaine pour environ 20 € à chaque fois. Devant la cour, il précise les quantités. La quantité, c'était 5 à 10 grammes selon le financement qu'il avait. La plupart du temps, Cédric venait directement chez lui. Les 3/4 du temps, il venait chez moi. On me voit encore comme soi-disant un dealer d'ailleurs, mais je le répète, à quel moment? À quel moment? Oui, bien sûr, à l'époque, j'étais consommateur et j'ai eu des mon collègue, mais on parle d'une chose qui a 5 ans. La présidente lui demande « Avec les enfants ?» Et il répondra « Non, des fois le matin avant ou le soir après le travail. » Mais dans sa déposition, lui, à l'audience, un détail apparaît. Sébastien avait expliqué aux gendarmes que Cédric laissait parfois les enfants seuls chez lui pour venir acheter du cannabis. Et Sébastien lui faisait la remarque et lui disait d'arrêter de faire le con. Sur la situation du couple, Sébastien dit aussi avoir été au courant de la séparation. Un jour devant l'école, Cédric lui confie « Je vais vivre la même situation que toi, la garde alternée. » La séparation semble difficile pour lui. Sébastien nous dit « Il avait essayé de faire des efforts pour ne pas en arriver au divorce, il avait essayé de reprendre la maison, ça l'embêtait. » Lorsque Delphine disparaît, Sébastien dit l'avoir appris dans les médias. Et 2 jours plus tard, Cédric se rend chez lui pour acheter du cannabis. Nous sommes alors le 17 décembre 2020. Sébastien décrit son état ce jour-là. Il était en colère et à la fois triste. Il avait le sentiment de faire des choses, mais que derrière on ne le voyait pas. À un moment, au cours de la conversation, Cédric lui lance une phrase qui, sortie de son contexte, peut sembler terrible. « Bah, tu sais très bien que c'est moi qui l'ai tué. » Mais Sébastien explique immédiatement que pour lui, c'était de l'ironie. À la barre, Sébastien donne aussi un regard sur la personnalité de Cédric, un portrait assez brut, pour parler vulgairement, grande gueule. C'est comme un caniche qui aboie mais qui mord pas. Il va vite hausser la voix, mais ça redescend relativement vite derrière. Mais l'affaire va aussi se retourner contre lui, car dans les semaines qui suivent la disparition, les rumeurs commencent. Un jour, une mère d'élève l'interpelle devant l'école et lui pose la question sidérante « C'est toi qui aurais aidé Cédric à cacher le corps ?» Une rumeur circule alors dans le village. Selon certains, Sébastien aurait utilisé le lac de Cap-Découverte pour faire disparaître le corps avec des menottes. Une histoire complètement folle. On est un petit village et une petite ville, que ce soit Albi ou Cagnac-les-Mines, et les gens forcément ont des a priori et ont des choses, comment dire, ils sont malsains. S'ils vont penser de suite que lui il a fait ci, il l'a aidé, donc on est très mal vu et moi, clairement, sur ma vie, ça a eu un impact énorme. Mais ce n'est pas tout. 1 an plus tard, en décembre 2021, une nouvelle piste apparaît. Un codétenu de Cédric, dont le nom n'est pas rendu public, affirme que le corps de Delphine aurait été transporté dans une voiture blanche. Or, Sébastien possède justement une Peugeot 306 blanche. Les enquêteurs décident alors de vérifier. La voiture est saisie le 15 décembre 2021 et l'objectif est de déterminer si Delphine Jubilard a pu monter à bord. La police scientifique réalise de nombreux prélèvements et pendant des heures, Sébastien assiste aux opérations. Il en parle également à la Dépêche. Puisqu'il a été démontré par A plus B que ma voiture n'avait été pour rien dans l'histoire. Ils me l'ont prise, ils ont fait les analyses. J'ai été auditionné 3 fois. Je suis resté plus de 8 heures à la gendarmerie. Voilà, donc tout ça, ça a été démenti. Une piste qui était intéressante pour les enquêteurs puisque Sébastien lui-même disait qu'il lui arrivait de laisser les clés sur le contact de la voiture garée devant chez lui. Cependant, il affirme, Cédric ne prenait pas sa voiture et Delphine n'y est jamais montée dedans. Aucune trace de sang et aucun ADN correspondant à Delphine, aucun cheveu, aucun élément. Malgré cela, la voiture reste saisie pendant des années. Et le poids de l'affaire continue de peser sur lui. Le jour même de son témoignage aux assises, il raconte un moment douloureux. « Ce matin, à 8h30, mon fils m'envoie un message. Papa, on parle de toi par rapport à Cédric. » Et l'histoire va même connaître un dernier rebondissement. En novembre 2023, une conversation téléphonique interceptée dans la prison de Lannemezan attire l'attention des enquêteurs. Un détenu nommé Salem K, condamné pour tentative de meurtre, parle de l'affaire Jubilard avec sa mère. Il dit « Il n'y a toujours pas de preuves, donc ciao. Sébastien, Mathieu, Sofiane, ils ne les connaissent pas. Ces prénoms ne sont pas inconnus, ils apparaissent déjà dans le dossier. Pour ne rien écarter, le parquet général de Toulouse demande alors un supplément d'informations. Car parmi ces noms, il y a aussi Sofiane, un adolescent de 16 ans au moment des faits, un jeune qui traîne parfois avec Cédric au City Stade de Cagnac-les-Mines, ils fument des joints ensemble, et Sofiane donne parfois un coup de main pour des petits travaux à la maison. Aux enquêteurs, il dira que Cédric lui aurait confié quelques jours avant la disparition « Ça ne se passe pas bien, j'ai envie de la tuer, puis j'ai envie de l'enterrer ». Des propos rapportés qui doivent être analysés avec prudence. Mais ce qui est frappant dans cette séquence, c'est ce que l'affaire fait subir à certains témoins. Sébastien n'est ni un suspect principal, ni un acteur central, c'est un homme qui connaissait le couple, un père de famille, un voisin, et pourtant, pendant des années, son nom circule, sa voiture est saisie, sa réputation est fragilisée.
Cette affaire a eu comme impact dans ma vie beaucoup de choses, notamment du préjudice matériel, du préjudice moral. Ça a eu impacté même ma famille, mon fils, mes relations passées. À l'heure d'aujourd'hui, je vais galérer pour trouver un logement, je vais galérer pour trouver un travail parce que mon nom est rapproché à lui. Enfin, c'est tout un tas de choses qui font que c'est pas évident à vivre au quotidien. On attend la fin du procès. Dès que la fin du procès est prononcée, on va attaquer l'État. Et comme vous avez pu l'entendre, Sébastien n'est pas le seul ami de Cédric Jubilard à venir témoigner à la barre. Il y a d'autres hommes, notamment Mathieu, 32 ans, agent de sécurité. Il connaît Cédric depuis longtemps, depuis le collège. Les deux garçons se sont rencontrés vers leurs 12-13 ans et se sont beaucoup fréquentés pendant l'adolescence. Mais avec le temps, la relation s'est un peu espacée, mais les deux hommes sont restés en contact. Ils se rendaient parfois des services, surtout autour du bricolage, et Mathieu explique que c'est une passion pour lui et que Cédric rénovait sa maison, alors les discussions se tournaient principalement au niveau des travaux. Il va décrire un Cédric plutôt travailleur, souriant et quelqu'un de bonne humeur. Interrogé sur la maison du couple, Mathieu explique qu'elle était bien avancée mais qu'il y avait pas mal de problèmes de financement qui empêchaient d'achever complètement les travaux. Et concernant Delphine, il reconnaît en revanche ne pas très bien la connaître. Ce témoignage dessine le portrait d'une relation ancienne, mais pas forcément très proche, une amitié qui remonte à l'adolescence, mais qui avec les années est devenue plus distante. Autour de Cédric Jubilard, il existe aussi un cercle de relations plus informel, plus jeune. Ce cercle se construit notamment sur Cagnac-les-Mines. Parmi ces jeunes, il y a Sofiane, et c'est notamment par lui que Cédric va rencontrer d'autres jeunes du village, notamment Adrien, Malcolm, Lohan, etc. Ces jeunes passent parfois chez lui, ils discutent, fument des joints. Leur relation avec Cédric ressemble davantage à des moments partagés qu'à une véritable amitié. Ils décrivent surtout un copain de fumette et de pétanque. Tous affirment également n'avoir jamais rencontré Delphine. Ces fréquentations illustrent une autre facette des relations de Cédric, un mélange d'amis de son âge et de jeunes du village avec lesquels il traîne ponctuellement. D'ailleurs, lorsque ces noms sont évoqués à la barre, Cédric lui-même précise qu'il s'agit surtout de jeunes qu'il connaît par le quartier, des copains plus que des amis. Et d'ailleurs, pour la question des enfants, interrogé à ce sujet, Cédric a contesté fermement cette version. Il a expliqué qu'il n'avait jamais laissé ses enfants seuls et que lorsqu'il devait se déplacer pour acheter du cannabis, il demandait parfois à Sofiane ou Malcolm de dépanner. Il précise également qu'il ne se déplaçait jamais très loin puisqu'il ne possédait pas de voiture. Au final, ces différents témoignages permettent de comprendre comment se structurent les relations autour de Cédric. Il y a d'abord les amis d'enfance comme Mathieu, les relations construites sur le long, il y a ensuite les connaissances du quotidien comme Sébastien, et enfin les jeunes du village croisés au City Stade ou autour d'une cigarette. Des cercles différents, mais aucun d'entre eux n'a réellement été témoin de la relation entre Cédric et Delphine. Dans les premiers jours d'une disparition, il se passe toujours quelque chose de particulier dans les villages. Les gens parlent, ils racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils pensent avoir vu, ou parfois ce qu'ils ont simplement entendu. Et ces récits peuvent devenir des pistes d'enquête, parfois utiles, parfois complètement faussées. Dans cette affaire, l'une des pistes va tourner autour d'un objet très visible, un camping-car. Quelques jours après la disparition, plusieurs habitants de Cagnac-les-Mines évoquent la présence d'un véhicule, un camping-car de type combi, aménagé, assez ancien. Il est régulièrement stationné près du boulodrome, à quelques mètres seulement de la maison des Jubilards. L'information est rapportée notamment par la Dépêche du Midi, signée par Alexandre Ferrer. Les habitants expliquent que le propriétaire de ce véhicule est connu dans le secteur. Il joue parfois à la pétanque, il discute avec les voisins, il joue même parfois avec Cédric Jubilard. Un habitant de 76 ans, prénommé Robert, raconte. Le propriétaire de ce véhicule jouait à la pétanque à quelques mètres du domicile du couple, et étrangement, on ne l'a plus revu lorsque cette femme a disparu. Dans un contexte aussi sensible, ce type de détail attire immédiatement l'attention. Les gendarmes s'intéressent donc naturellement à cet homme. Ils vérifient ses déplacements, son emploi du temps, son véhicule, mais les vérifications ne relèvent rien de suspect. L'homme coopère même avec les enquêteurs, et la piste finit par être écartée. Il avait quitté les lieux une semaine avant la disparition de Delphine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'en février 2021, un autre camping-car apparaît brièvement dans l'affaire. Cette fois, il s'agit d'un camping-car Fiat aperçu le 21 février 2021 devant la maison des Jubilards. Les gendarmes remontent immédiatement la piste. Le propriétaire explique qu'il a prêté son véhicule à des amis partis vers Montpellier. Les enquêteurs analysent alors les relevés téléphoniques. Ils interrogent même Vinci Autoroute pour vérifier les passages du véhicule sur l'A68. Les résultats tombent. Les trajets correspondent à février 2020, presque un an avant la disparition de Delphine. Autrement dit, le camping-car n'a aucun lien avec l'affaire. Mais entre-temps, la rumeur a déjà commencé à circuler, dans le village, sur les réseaux sociaux, dans certaines discussions autour de l'affaire. Certains imaginent que Delphine aurait pu être transportée dans ce véhicule, d'autres inventent des passions communes avec l'amant et sa femme et vont jusqu'à faire circuler qu'ils se connaissent. Or,
Nos deux protagonistes font partie d'un orchestre à Montauban et le conducteur du camping-car en question, d'après les rumeurs, joue ou jouait dans un groupe de musique. Info spéculée sur des photos de couverture et des profils Facebook. D'autres affirment même que Delphine serait montée dedans auparavant. Cette dernière hypothèse apparaîtra bien plus tard, environ 1 an après les faits, dans un podcast de RTL. Elle sera évoquée par Séverine, l'ex-compagne de Cédric Jubilard à l'époque. Mais cette affirmation ne repose sur aucune preuve matérielle et les enquêteurs ne la retiendront pas. Avec le recul, la piste du camping-car apparaît surtout comme l'un des nombreux exemples de dispersion des recherches dans cette affaire. Les enquêteurs explorent toutes les hypothèses, un rôdeur, l'amant, le voisin, un départ volontaire, voire même des scénarios totalement improbables. À un moment, certaines rumeurs évoqueront même un départ de Delphine vers l'Espagne, mais aucune de ces pistes ne résistera aux investigations. L'amitié fantasmée ou transformée par l'enquête dans le cas de l'homme du camping-car, comme celui de Sébastien, observe le même phénomène. Un homme qui connaissait le couple, un homme qui fréquentait le village, et soudain, son nom apparaît dans une affaire criminelle. Pas parce qu'il a fait quelque chose, mais parce qu'il était dans le paysage. Et cela nous rappelle une chose importante. Dans les grandes affaires, les amis et les connaissances deviennent toujours des personnages malgré eux. Leur vie est examinée, leur passé scruté, leur nom discuté, alors qu'au départ, ils n'étaient que des gens ordinaires. Mais pendant que ces connaissances sont aspirées par l'enquête, d'autres personnages vont apparaître dans l'histoire, des personnes qui n'étaient pas là au début, des personnes qui arrivent après la disparition. Certains pour chercher, d'autres pour soutenir et parfois juste pour exister dans l'affaire. Parmi eux, un homme qui va encore aujourd'hui être confondu avec l'homme du camping-car va se faire connaître pour des vidéos et des lives sur internet. Un homme qui se présente comme un soutien de Cédric Jubilard, il se fait appeler Ange. Plus le temps passe et plus l'affaire va attirer de nouvelles personnes. Des gens qui n'étaient pas là au départ, des gens qui découvrent l'histoire à travers les médias et qui vont parfois finir par prendre une place étonnante dans le récit. Ici, plusieurs personnages apparaissent après la disparition. Le premier de cette catégorie se fait appeler Ange. Son nom apparaît dès janvier 2021, quelques semaines après la disparition. Mais ce qui est particulier, c'est qu'il n'a jamais rencontré Cédric Jubilard avant l'affaire. Le contact se fait sur Internet, sur les réseaux sociaux, et cet homme se présente comme un soutien du mari de Delphine. Il intervient dans les groupes Facebook, il organise des vidéos en direct et il commente régulièrement l'enquête. Dans plusieurs articles, notamment dans le journal d'ici et dans Marianne, il est décrit comme un personnage atypique, une personne qui se revendique proche du mouvement Anonymous, et dans sa maison, il explique posséder plusieurs ordinateurs. Il affirme également avoir été visité par les gendarmes en début de l'affaire, mais aucune implication dans la disparition ne sera retenue contre lui. Pourtant, son comportement sur les réseaux attire l'attention. Dans certains lives, il avance des hypothèses, il évoque des pistes, parfois même des affirmations non vérifiées. On lui devra, mais on en a parlé et on en reparlera, l'histoire de la rumeur des 5 000 € retirés par Nadine Jubilard en liquide, ce qu'il démentira ensuite. Un journal local le décrira comme un provocateur malsain et son activité en ligne ira jusqu'à provoquer un événement étonnant. Mais dès le 13 janvier 2021, c'est lui qui prendra la parole à la place de Cédric dans les médias. Je suis en contact avec Cédric, oui, je parle avec lui, on parle de la famille. Ange est l'un des rares proches du mari de Delphine. Vous savez que vous êtes visé, que vous êtes le suspect numéro 1, puisque c'est normal, c'est la procédure. Forcément, il a voulu se protéger. Il veut réintégrer sa maison, mais il a peur. Il a peur des gens qui peuvent venir le menacer, mettre leurs menaces à exécution. Après la publication d'un article le concernant dans le journal d'ici, le site internet du journal subira une attaque informatique par déni de service. Des milliers de connexions simultanées rendent la page inaccessible. Selon les journalistes, ce type d'attaque est extrêmement rare dans la presse locale. Au fil du temps, la relation entre Ange et Cédric semble évoluer. Selon l'avocat de Cédric, à l'époque, maître Jean-Baptiste Allary, les deux hommes ne se sont jamais rencontrés et Cédric aurait fini par prendre ses distances avec lui. Ce type de relation correspond à un phénomène étudié en sociologie, on parle parfois de relations parasociales. Un concept développé par les chercheurs Donald Horton et Richard Wall en 1956. Il décrit des relations où une personne développe un sentiment de proximité avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas réellement, un phénomène très courant aujourd'hui avec les médias et les réseaux sociaux. Un autre personnage apparaît dans l'affaire quelques années plus tard, il s'appelle Jérémy. Contrairement à Ange, il ne se positionne pas comme un défenseur, il se présente plutôt comme un chercheur de vérité. Depuis plusieurs années, il participe aux recherches autour de Cagnac-les-Mines. Il utilise parfois des caméras, des détecteurs, des drones, et il documente ses explorations sur YouTube. Le 22 septembre 2025, au moment de l'ouverture du procès de Cédric Jubilard devant la cour d'assises du Tarn, il accorde une interview à France Bleu Occitanie. Il explique
Oui, en effet, donc je suis ici aujourd'hui un peu comme tout le monde à la recherche de la vérité. Et donc effectivement, j'ai participé à pas mal de battues, mais surtout depuis 5 ans, je cherche même seul, activement, en tout cas le plus possible. Et voilà, j'ai mis tous les moyens nécessaires, que ce soit au niveau du matériel. Et alors j'ai dormi quelques heures, et c'est vrai que c'est un moment important. Pour moi, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émotions tout au long de ces 5 ans. Et donc là, c'est vrai qu'il y a une petite pression. Jérémy incarne une autre facette des affaires criminelles contemporaines, celle de l'enquête citoyenne. Avec Internet, certains particuliers se passionnent pour des dossiers judiciaires, ils collectent des informations, ils explorent des lieux, ils discutent des hypothèses, et ce phénomène est étudié par plusieurs chercheurs sous le terme de Citizen Investigation. Certaines relations ne naissent plus seulement autour d'une table, d'une école ou d'un terrain de pétanque, elles naissent aussi derrière un écran, derrière des jeux en ligne, dans des conversations nocturnes, dans des espaces virtuels où des gens qui ne se sont jamais rencontrés peuvent pourtant parler pendant des heures. Et c'est là qu'apparaît un personnage un peu particulier dans cette histoire, un homme qui ne connaît pas Cédric dans la vraie vie, un homme qu'il a rencontré dans un jeu, et cet homme s'appelle Cyril. Et avec lui, on découvre une autre forme d'amitié, l'amitié numérique. Si vous croyez à l'amour à distance, est-ce que vous croyez à l'amitié à distance, celle que l'on se fait via Internet ? Si oui, alors je vous présente Cyril, et il ne connaît pas Cédric Jubilard dans la vraie vie. Les deux se rencontrent sur un jeu en ligne, un jeu de stratégie inspiré de Game of Thrones, on en a parlé dans l'épisode précédent, je vous invite à aller le voir. Dans ce jeu, les joueurs construisent des armées, des alliances, des royaumes, et derrière les écrans, les discussions deviennent parfois très personnelles. Au fil des mois, Cyril et Cédric échangent régulièrement, ils parlent du jeu, mais pas que, car ils vont parler de leur vie, de leur hobby, et une relation numérique va se créer. Sur Twitter, où on dit « Regardez le policier qui le soutient ». Donc vous lui avez parlé. Qu'est-ce qui vous a dit, moi, je lui ai manifesté dès le départ tout mon soutien pour faire face à la disparition de sa femme, qu'il aimait profondément et pour laquelle il a été beaucoup atteint. Normal. Et ça, on peut retrouver les captures d'écran si vous le mettez en doute. J'ai dit normal, je ne vais pas en doute. Non, mais voilà. Moi, j'ai été le soutenir par rapport à ça. Je lui ai dit que je lui apportais tout mon soutien pour ce qui était, je sais que c'est pas facile, la prise en charge quotidienne de ses enfants, le chagrin qu'il avait, les difficultés d'avoir... Mais vous avez eu un vrai coup de cœur pour lui, parce que vous l'avez vu qu'une fois. Bah oui, c'est ça. Mais en fait, on peut apprécier des gens même qu'on n'a jamais vus, vous savez. Bah moi, dès lors où on correspond avec eux, dès lors où on les a souvent au téléphone, et moi dès lors où en plus où il m'a aidé, moi sur des aspects techniques de ma vie privée, qui était là en l'occurrence ma maison qui était livrée avec des non-conformités. Honnêtement, je n'ai aucune raison de ne pas avoir de l'affect pour cette personne parce qu'elle n'habite pas à 10 mètres de chez moi, que je peux prendre le café tous les jours à verre. Lorsque l'affaire éclate en décembre 2020, Cyril découvre que l'homme avec qui il jouait en ligne est désormais au cœur d'une affaire criminelle nationale. Malgré cela, il continue de lui parler et il garde contact. Et des années plus tard, lorsqu'il est entendu dans l'affaire, Cyril explique simplement qu'il est quelqu'un d'empathique. Une phrase courte, mais qui résume bien sa position. En sociologie, ce type de relation est aujourd'hui très étudié. Les chercheurs parlent d'amitié numérique, des relations qui naissent dans les jeux vidéo, les forums, les réseaux sociaux, mais des amitiés réelles, entre des personnes qui parfois ne se sont jamais rencontrées, et c'est le sociologue Barry Wellman, spécialiste des réseaux sociaux numériques, qui nous explique que les relations fonctionnent souvent comme des amitiés classiques, on partage des confidences, on se soutient, même à distance. Mais Cyril occupe une place particulière dans cette histoire, car contrairement à d'autres témoins, il ne connaît pas réellement le quotidien du couple, il n'a jamais fréquenté Delphine, et il ne l'a même jamais rencontrée. Sa relation se construit uniquement autour de Cédric, et à partir de ce lien qu'il va prendre position publiquement pour lui. Une position forte qu'il assumera jusque dans les médias, sur les plateaux de télévision à forte audience pour défendre celui qu'il considère comme son ami. Mais dans ces émissions, l'exercice se révèle difficile, car face à lui, des interlocuteurs connaissent vraiment le dossier. Notamment Maître Batik, avocat des parties civiles qui maîtrise les éléments de l'enquête quand Cyril, lui, ne dispose que de son expérience personnelle. Il va se retrouver aussi en difficulté, notamment en nommant son syndicat de police qui lui aurait dégagé du temps pour participer à l'émission. La situation n'est pas beaucoup plus simple devant la cour d'assises d'ailleurs. Lors de son audition, les avocats généraux comme la présidente s'interrogent ouvertement sur l'intérêt concret de son témoignage, car Cyril parle surtout de l'homme qu'il connaît, de la relation qu'il a construite avec lui, mais il ne peut rien dire du couple Jubilard en lui-même, il n'a pas d'éléments, il n'a jamais vu Delphine. Et c'est là toute la limite de ce type de témoignage. Ici, Cyril incarne cette nouvelle forme d'amitié, une relation née dans un jeu, mais qui se retrouve malgré elle dans un dossier judiciaire. Et pendant que certains amis apparaissent sur Internet, Cédric, lui, va entrer dans un autre univers. Un univers où les relations humaines prennent une forme très particulière,
celui de la prison. Et c'est là qu'apparaît un homme qui va devenir l'un des témoins les plus controversés de l'affaire, un homme que l'on connaît sous le nom de Marco. Il est venu le moment de parler des amitiés lorsque l'on vit quelque chose de très difficile, celle où le suspect n'est plus dans la maison, ni dans son village, mais derrière les murs d'une prison. Pour Cédric Jubilard, ce moment arrive le 18 juin 2021, et ce jour-là, il est mis en examen pour meurtre par conjoint et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Seyss, près de Toulouse. Et dans ce nouvel univers, les relations humaines ne fonctionnent plus de la même manière. Dans certaines phases de détention, les prisonniers peuvent être placés à l'isolement. Cela signifie qu'ils ne partagent pas de cellules, ils passent la majeure partie de leur temps seuls, les contacts avec les autres détenus sont limités, mais l'isolement ne signifie pas absence totale de relations. À travers les fenêtres des cellules, des conversations peuvent naître, et parfois, des formes d'amitié. Il y a donc ce personnage, l'un des plus controversés de la période carcérale, qui est connu sous le prénom de Marco, qui est un détenu au passé judiciaire lourd. Devant la cour d'assises du Tarn en octobre 2025, Marco explique simplement à la barre « Nous étions voisins de cellules à l'isolement, on discutait beaucoup. Au début, les échanges sont banals, des discussions pour faire passer le temps, parce qu'en prison, surtout à l'isolement, le temps est long. » Mais Marco raconte aussi autre chose. Il explique que Cédric n'était pas très apprécié par certains détenus, à cause de son attitude, parce qu'il aimait raconter des histoires, parce qu'il se présentait parfois comme un magicien, comme un personnage un peu fanfaron. Et cela lui valait des insultes. Mais plus les choses se calmaient, plus le bruit retombait dans le couloir, et dans le silence de la détention, une habitude s'installe, les deux hommes parlent, petit à petit. Une forme de relation se crée, une relation faite de discours à travers les barreaux. Marco affirme qu'au fil du temps, Cédric lui aurait raconté des éléments très personnels, des choses de la vie quotidienne, par exemple. Mais après, quand ça s'ouvre, quand il est plus relâché, quand personne l'insulte, quand il est tranquille à la fenêtre, quand tout le monde s'entend bien, on essaye de... son fils, il devait être appelé comme le frère de mon deuxième prénom. Plein de choses qui se dit à moi, il voulait m'offrir son chien. Ah ouais. Je l'ai assis à la maison. Des choses qui donnent l'impression d'une relation qui dépasse la simple discussion entre détenus. Et pour Marco, ces confidences seraient la preuve que Cédric lui faisait confiance. Et il affirme que Cédric lui aurait dit un jour « Tu sais que je m'en suis débarrassé du corps, j'ai pété les plombs ». Cette déclaration est explosive parce que si elle est vraie, elle constituerait un aveu. Il m'a dit je suis dans ma chambre, j'ai plus de batterie dans mon téléphone. Je suis parti au salon prendre mon chargeur. Et pendant ce moment-là, j'ai vu que l'autre connard lui a envoyé des messages. Donc j'ai pété les plombs et je m'en suis débarrassé. À la suite de ces déclarations, les enquêteurs organisent en 2022 des fouilles dans un secteur de Cagnac-les-Mines, près d'une ferme abandonnée. C'est l'endroit où ils supposent que Cédric aurait déposé le corps, car il l'aurait déposé à un endroit qui avait brûlé. Séverine, son ex-compagne de l'époque, fait le rapprochement avec cette ferme qui avait brûlé en 2021. Marco, à sa sortie, va contacter Séverine et il en parle. Il m'a écrit son adresse, son numéro de téléphone, tout. Ouais. Il les a écrits de ses mains et je suis sorti, je l'ai appelé, on a marqué rendez-vous. Les recherches mobilisent d'importants moyens, mais elles ne donnent aucun résultat, aucun corps, aucun indice. Très vite, la crédibilité de Marco est remise en question. Plusieurs éléments fragilisent son témoignage, d'abord son passé judiciaire, car Marco a été condamné pour subordination de témoins, autrement dit pour avoir tenté d'influencer des témoignages. Ensuite, plusieurs détenus décrivent son comportement en prison, l'un d'eux dira à la barre « c'est un fou, un mythomane qui se croit dans un film ». Et l'avocat général Nicolas Ruff, qui lui-même lance lors du procès « on peut se demander si vous n'êtes pas un mythomane ». Face à ces accusations, Marco tient le cap et maintient sa version. Il répond « fou ». Possible, menteur, tout le monde ment, mais je ne mens pas sur ce point-là. Dans le box des accusés, Cédric Jubilard rejette totalement ces affirmations, il explique que Marco lui posait beaucoup de questions et il affirme avoir parfois répondu pour s'en débarrasser. Il déclare 95% de ce qu'il racontait faux et il rajoute « je lui ai dit des conneries pour qu'il me laisse tranquille ». En criminologie, ce type de relation est bien connu car la prison crée des formes d'alliances particulières. Le sociologue américain Gresham Sykes, dans son ouvrage The Society of Captives, publié en 1958, explique que ces détenus développent souvent des relations basées sur la protection, l'échange, la survie dans un environnement hostile. Ces relations peuvent ressembler à de l'amitié, mais elles sont souvent fragiles et intéressées. Dans certains cas, ces alliances peuvent aussi se transformer en trahison. Un détenu peut parler pour obtenir des avantages, pour attirer l'attention, ou simplement pour exister dans l'affaire. Mais dans le cas de Marco, ça a été prouvé, de toute manière, sa sortie de prison était connue d'avance. Et pourtant, le témoignage de Marco divise autant. Pour certains, il dit la vérité, pour d'autres, il raconte une histoire. Mais dans tous les cas, il illustre une chose importante,
Même en prison, les relations humaines continuent de jouer un rôle dans l'affaire. Alors les fourmis, qu'est-ce que vous avez pu apprendre de plus dans cet épisode ? Moi personnellement, ce que cet épisode nous montre finalement, ce n'est pas seulement l'histoire d'un dossier judiciaire, c'est aussi une histoire d'amitié, et quand on regarde de près l'affaire Jubilard, une question apparaît. Pourquoi les amitiés autour de Delphine semblent-elles plus solides, plus organisées, plus actives, alors que celles autour de Cédric paraissent plus distantes et plus fragiles ? Cette question n'est pas nouvelle. Le sociologue américain Mark Granovetter, dans les années 70, expliquait déjà que nos relations se divisaient en 2 catégories, les liens forts et les liens faibles. Autour de Delphine, il y a des liens forts féminins, et autour de Cédric, beaucoup de liens qui paraissent un peu plus faibles et masculins. Et lorsque survient un drame, ce sont souvent les liens forts qui résistent. Les philosophes s'étaient déjà posé la question il y a plus de 2000 ans. Comme je le disais, Aristote expliquait que l'amitié pouvait exister sous 3 formes, par intérêt, par plaisir ou par vertu. La dernière est plus rare, c'est celle qui repose sur une vraie connaissance de l'autre, et c'est peut-être la seule qui résiste vraiment à l'épreuve du temps. Alors dans l'affaire Jubilard, on retrouve ces 3 formes, les amitiés anciennes, de circonstances, les copains, les soutiens, les témoins. Parfois les gens se sont retrouvés mêlés dans l'affaire, mais la question de cet épisode pourrait être celle-ci, c'est combien de personnes autour de vous connaissent vraiment votre vie, pas nos soirées, pas nos discussions, ce que nous sommes au quotidien, parce que dans une affaire criminelle, les amis racontent toujours quelque chose, mais ils racontent surtout la partie de nous qu'ils ont connue, et rarement toute l'histoire. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, je vous dis à très bientôt, continuez à nous envoyer des messages, des commentaires, nous envoyer de la force à travers les likes, à travers les partages. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau dossier sur l'affaire Jubilard dans les dossiers de la Fourmilière. Justice et vérité pour Delphine, à très bientôt. Dans la nuit, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de héros, il n'y a que des vérités qui attendent qu'on ose les regarder. Les murs se taisent, le vent accuse, décembre étouffe les cris. Un téléphone s'éteint, une maison respire. Le silence devient roi, et dans l'ombre quelque chose bascule. Nous sommes la fourmilière, nous portons la lumière. Quelque chose bascule, nous sommes la fourmilière, nous portons